Une histoire, du sport et des frissons. Merci pour ce moment, ça commence maintenant. Bonjour, je m'appelle Quentin Faure et je vous accueille avec plaisir sur ce podcast. Merci pour ce moment est une ode à la performance sportive. Celle qui nous donne des frissons, celle qui nous met les larmes aux yeux, celle qui est inespérée, inattendue et surtout éphémère. Quelques secondes, quelques minutes suffisent à l'athlète pour gravir un souvenir indélébile dans son époque. Nous allons aborder dans ce podcast les moments suspendus où certains élus atteignent le plus éphémère des sommets. Après une Coupe du Monde 2014 abrégée en quart de finale par les Allemands et une défaite encore plus douloureuse en finale de l'Euro 2016, l'équipe de France dispute, 20 ans après son premier sacre, une Coupe du Monde remplie de rebondissements. Benjamin Pavard n'a pas vécu les défaites de 2014 et 2016, au même titre que Kylian Mbappé, autre héros des tricolores. Bien que les deux aient indéniablement marqué la compétition de leur empreinte, nous allons nous intéresser à celui dont personne n'avait prédit que des millions de Français chanteraient son nom pendant l'été 2018. Ce joueur discret et quasi anonyme au début de la compétition est devenu une figure de proue du navire bleu grâce à une frappe mémorable. Par quel mécanisme s'est fabriqué cet engouement pour le joueur, passant de l'exultation au phénomène de société? C'est ce que nous allons voir dans ce 3e épisode de Merci pour ce moment, avec mes deux invités, Christian Bromberger, anthropologue, et Emmanuel Baranguet, journaliste. Originaire du nord de la France, Pavard fait ses débuts à Lille en 2015. En 2016, alors peu utilisé dans l'effectif lillois, il signe un contrat avec Stuttgart en 2e division allemande. Il participe grandement à la montée en première division de son club et s'impose comme l'un des cadres de l'effectif. Souvent décrit comme discret et timide, ses entraîneurs et coéquipiers depuis son adolescence décrivent une vraie transformation lors de son entrée sur le terrain. Lors de la saison 2017-2018, il joue tous les matchs lors de la saison outre-Rhin et finit leader en interception du championnat germanique. Lors de cette même saison, il connaît sa première sélection en équipe de France avec Didier Deschamps. Pavard fait partie des 23 joueurs sélectionnés pour partir disputer la Coupe du Monde en Russie. Personne encore ne soupçonne l'impact qu'il va avoir. Sélectionné en équipe de France sans être connu du grand public, les spécialistes étaient néanmoins enthousiastes. Emmanuel Baranguet est journaliste sportif pour l'AFP. Il a notamment couvert la Coupe du Monde en Russie. Il y a eu un petit peu de tout. C'est vrai qu'il y a eu quelques critiques, mais le souvenir que j'ai, c'est qu'on se disait il cartonne, on n'a pas vraiment quelqu'un qui s'est imposé à ce poste d'arrière droit, donc pourquoi pas. C'est pas un Pascal Chimbanda, quoi. On n'a pas dit qui c'est ce type-là, qu'est-ce qu'il fait là, il n'a pas le niveau. Je me souviens pas de ça comme ça. Arrive le 30 juin 2018, 8e de finale contre l'Argentine, à Kazan. Pavard est titulaire comme depuis le début de la compétition. La France ouvre le score à la 13e minute par l'intermédiaire de Griezmann sur un penalty provoqué par qui d'autre que Kylian Mbappé. Et réussir parce qu'il va plus vite que Mascherano. Kylian Mbappé face à un Marco Rojo, il pousse encore son ballon. Penalty. Réparation. Il est allé jusqu'au bout de son espoir, Kylian Mbappé. Penalty pour les Bleus. Et le voilà, le 22e but en équipe de France sous ce maillot bleu pour Antoine Griezmann. Par la suite, Di Maria égalise sur une immense frappe et gèle complètement l'euphorie naissante. Di Maria, en revanche, il peut frapper. En revanche, il peut frapper. Angel Di Maria et réussir cette magnifique frappe du pied gauche pour tromper Hugo Lloris. Il avait été abandonné dans le marquage. 2 secondes ont suffi. Et pour ne rien arranger, et juste à la sortie de la mi-temps, l'Argentine prend l'avantage. 2-1, c'est la douche froide. Banega frappé fort, Paul Pogba qui éloigne le danger, mais ça revient sur Léo Messi dans la surface de réparation. Ça a été détourné, et ça permet avec Mercado à l'Argentine d'entrer en seconde période, de mener 2-1. L'ambiance est lourde,
L'oxygène se fait rare. Tous les spectateurs le savent, le match n'est qu'à un détail de basculer d'un côté ou de l'autre. À la 57e minute, sur une attaque placée, le centre de Lucas Hernandez côté gauche rate sa première cible. Et le cuir erre pendant quelques dixièmes de seconde vers le coin droit de la surface de réparation argentine. Nos yeux de téléspectateurs hésitent alors. Qui va reprendre le ballon ? Tout à coup, Benjamin Pavard surgit de l'angle mort et propulse le ballon d'une frappe tant acrobatique qu'inattendue. Et à ce moment-là, toute la France exulte. Oui, c'est passé dans le dos le centre, Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match, quel match. 2-2. Ah, quelle frappe extraordinaire de Pavard. Quelques secondes qui resteront gravées dans la mémoire de millions de personnes. Quelques secondes qui rentrent dans le cercle très fermé des grands moments du sport français. Quelques secondes d'espoir, quelques secondes de joie, quelques secondes de fierté, quelques secondes d'euphorie aussi, qui auront une importance capitale pour la suite du match et de la compétition. Car en effet, la Coupe du Monde est vraiment lancée et les Bleus ont le vent en poupe. À partir de cet instant, plus rien ni personne ne pourra les stopper. Par la suite, Mbappé va prendre l'avantage 3-2 à la 64e minute. Quasiment coup sur coup, la jeune étoile française va porter l'estocade sur une passe d'Olivier Giroud à la 68e minute. C'en est fini de l'Argentine, les Bleus accèdent au quart de finale. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que la scénographie du but de Pavard est une parfaite analogie de sa trajectoire personnelle en équipe de France. À peine une seconde avant sa frappe, et compte tenu de la trajectoire inattendue du centre, Pavard était hors champ de la caméra, alors qu'il se dirigeait déjà vers le ballon avec la ferme intention de frapper. C'est le geste déjà armé qu'il apparaît enfin dans le coin droit de l'écran et en un clin d'œil renvoie le ballon dans une trajectoire linéaire, parfaite, ascendante. Pavard le joueur, lui, est aussi un peu sorti de nulle part, comme le dit la chanson créée à sa gloire. Il a déboulé d'un coup sur le devant de la scène et dans le cœur des spectateurs, avec force, puissance et enthousiasme. Cette trajectoire parfaite qui défie la gravité et qui vient se loger dans la lucarne gauche des buts argentins, la pureté d'un geste qui, à n'en pas douter, sera tenté par tous les joueurs amateurs pour, eux aussi, faire une Pavard. Une chanson cumulant des millions de vues sur les réseaux sociaux, des mèmes repris à l'étranger, la vidéo du but qui inonde les écrans. À 22 ans, le jeune défenseur est propulsé à un rang de célébrité complètement fou. Christian Bomberger, ethnologue, spécialiste de l'étude du sport. Pour Benjamin Pavard, si vous voulez, il y a quelque chose qui nous dit beaucoup des leçons du sport, c'est-à-dire que précisément, un parfait inconnu peut devenir tout à coup quelqu'un de légendaire, d'apprécié, dont le nom circule dans toute la population, alors que quelques minutes auparavant, en définitive, Pavard, on connaissait guère, et donc ce n'était pas un joueur sur lequel on était en train de s'extasier. Mais tout à coup, ce tir formidable lors du match contre l'Argentine en Coupe du Monde fait que tout à coup, Pavard est devenu une vedette. Et alors, il y a ça dans le sport, c'est-à-dire, vous savez, il y a une chanson qui me frappait beaucoup à Naples, quand j'étudiais le football à Naples, qui était « Il y en a qui descendent et il y en a qui montent ». Eh ben oui, alors il y en a qui montent, et en effet, Pavard est monté, et puis alors ensuite, il y a la dégringolade éventuelle. Alors, c'est vrai pour quelqu'un comme Maradona, mais néanmoins, il conserve à Naples une légende dorée extraordinaire, mais en même temps, ça a été suivi par une légende noire, si vous voulez, quand on voit la fin de sa vie et la fin de sa carrière sportive. On décrit ce but comme étant exceptionnel, c'est certain. Mais j'ai voulu demander à Emmanuel Baranguet, véritable encyclopédie du football, qu'est-ce qui fait que ce but est si exceptionnel ? Il a absolument tout ce qu'il faut, ce but. Il a tout ce qu'il faut. D'abord, c'est un match de très haut niveau. 8e de finale de Coupe du Monde, c'est très très haut niveau. Ensuite, c'est un joueur méconnu. Quand Messi ou Ronaldo mettent un but comme ça, on dit « Waouh, génial » et tout. Mais bon, on est extasié 3 minutes et demie. Ouais, ils font ça tout le temps. Ils font ça une fois tous les 15 jours. Les Français sont menés. On est menés 2-1. C'est un but de l'égalisation.
En plus, après, donc on gagne ce match. Parce que pour moi, pour que le but soit de légende, il faut gagner. Parce que sinon, il manque quelque chose. Le plus beau but que j'ai vu de ma vie au stade, c'est à San Siro, un match de l'Inter Milan, avec une reprise de volée de Dejan Stankovic de 60 mètres. Il est dans son camp, il marque un but de 60 mètres. C'est le plus beau but que j'ai vu, sauf qu'ils ont perdu. Alors, ça peut pas rester pareil. Ça peut pas faire pareil. Alors que là, Pavard, il égalise. Derrière, la France gagne. En plus, elle gagne la Coupe du Monde. Ça fait que sur la durée, ce but, il est sanctifié. Pour nous, les Français, oui, c'est le plus beau but du tournoi. Emmanuel Baranguet, pensez-vous que le but de Pavard aura été un élément déclencheur pour le reste de cette Coupe du Monde ? Alors, pour moi, oui, mais un petit peu. C'est-à-dire, c'est pas seulement le but de Pavard, c'est tout. C'est l'accélération de Mbappé, c'est le doublé de Mbappé, c'est le fait qu'on remonte de 2-1 à 2-2. C'est parce que c'est un match de légende contre une équipe qui a gagné 2 fois la Coupe du Monde, qui était en finale de celle d'avant. C'est tout cet ensemble-là. Ce but et surtout ce match a généré plus d'enthousiasme, on s'est mis à y croire, etc. Ça, c'est vrai. Le fait que le match soit si spectaculaire, ça a dopé l'enthousiasme autour de l'équipe de France dans le pays, puisque c'était en Russie, c'était loin, on le vivait par procuration à travers la télé, la radio, les journaux et les sites internet. Mais pour moi, c'est plus tout le match que seulement Pavard. C'est parce que c'est très spectaculaire. Comme le souligne Emmanuel Baranguet, ce but participe à un enchaînement d'événements qui, mis bout à bout, ont créé cette épopée magnifique suivie à distance par les Français. Ce but, et ce match en général, ont été le point de départ d'un incroyable engouement populaire. Selon l'ethnologue Christian Bomberger, cet engouement que l'on retrouve lors des grands événements sportifs est aussi un vecteur d'émotion et de lien social. Alors écoutez, je crois que le spectacle sportif procure des émotions. Des émotions parce qu'on a d'autant plus d'émotions que l'on est partisan. Et à vrai dire, quand on regarde un spectacle sportif, en général, on est partisan. Et quand on ressent des émotions, quand on fait le plein d'émotions, précisément, on a les jambes qui tremblent, on a l'estomac qui fait des nœuds, si jamais, et on embrasse un voisin à qui on dira même pas au revoir à la fin du match, mais peu importe, on exprime sa joie comme ça, et donc c'est vrai que à ce moment-là, c'est quelque chose qui vous touche à la fois sentimentalement, mais aussi corporellement. Sans la victoire, ce but n'aurait jamais eu la même saveur, ni la même résonance. Et puis comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le fait qu'il soit aussi un but libérateur, où la France était en mauvaise posture, apporte une autre profondeur à l'instant. Une chose est sûre, à la fin, on ne se souvient que des gagnants et de leurs faits d'armes, des combats héroïques qu'ils ont remportés, et qui s'inscriront dans la postérité. Loin de moi l'idée de comparer Benjamin Pavard à Achille ou Ulysse, mais le parallèle avec l'épopée guerrière n'est pas totalement incohérent. Paul Auster, l'écrivain américain Paul Auster, il dit que le sport remplace très avantageusement la guerre. Il dit qu'on y retrouve, on y investit la fierté nationale comme dans l'armée, sauf qu'on envoie nos champions défendre l'honneur de la nation. Ah, s'ils ont perdu, on est mal, mais normalement, il y a quand même personne qui est mort. Et c'est beaucoup moins sanglant, ça coûte beaucoup moins cher, il y a beaucoup moins de drames, de drames réels. Et quand on gagne, c'est une très grande gloire. Roger Kellois, sociologue du XXe siècle, propose une typologie du sport basée sur 4 notions. L'agone d'abord, qui désigne la compétition, l'aléa, le hasard, puis le mimétisme, et enfin l'ininx, c'est-à-dire le vertige. L'agone, donc l'opposition, est au centre du football. On peut se poser une question légitime. Est-ce l'opposition et le désir de victoire sur l'autre qui donnent au football un caractère aussi passionnel et intense ? Christian Bomberger nous répond. Écoutez, oui, c'est vrai que le football nous dit des choses très particulières dans la mesure où c'est un sport, certes c'est une fête aussi, mais c'est une fête pour quelqu'un et contre quelqu'un. Alors ce qui fait d'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a des sociétés, je pense au Gaokugama de Nouvelle-Guinée, qui quand ils ont adopté le football, l'ont adopté, mais ont fait jouer autant de parties
que nécessaire pour que s'équilibrent les victoires et les défaites. Alors que pour nous, une des leçons du football, c'est que, comme dit le proverbe latin, mors tua vita mea, ta mort, ma vie. Il faut que je gagne et donc je vais me réjouir du fait que tu perds. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose, si vous voulez, nos émotions travaillent très souvent dans l'opposition vis-à-vis d'un autre qui est construit comme un ennemi au moins le temps d'une partie et pour faire fonctionner à plein les émotions. Le journaliste Emmanuel Baranguet soulève de son côté l'importance de la combativité ancrée dans la culture du football. C'est bien, agon, ça vient du grec, et en italien, c'est traduit directement. Agonistico. Agonistico en italien, ça veut dire que tu es compétitif, que tu es à fond. Et il l'utilise beaucoup, beaucoup dans le foot. Je pense que c'est ça qui fait la petite différence entre les grands champions, les joueurs plus ou moins moyens. C'est ceux qui ont envie d'aller chercher. Je sais pas si tu as vu l'interview de Mbappé à RMC. Elle est quand même pas mal et j'aime bien parce que on lui dit, t'as déjà gagné la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu peux faire après? En gagner une deuxième, évidemment, bien sûr que oui. Ce sport est une économie de la rareté. Le but est rare au football, et c'est en partie pour ça qu'il provoque l'hystérie. D'autre part, Christian Bomberger et Emmanuel Baranguet s'accordent à dire que ce qui fait la force du football, ce qui le rend entraînant et profondément populaire, c'est l'aléatoire. Tout d'abord, comme le rappelle Christian Bomberger, ce but de Pavard, c'est la quintessence de l'aléatoire dans le football. Ce moment-là, ça évoque une victoire et une chance de victoire sur un coup de dé exceptionnel qui est ce tir tout à fait imprévisible venant de la droite, si je me rappelle bien, et donc avec de l'extérieur du pied en plus, et quelque chose, si vous voulez, que peut-être le joueur lui-même n'avait pas réalisé auparavant dans un contexte comparable, et donc là, véritablement, l'exploit et l'inattendu. Le côté, si vous voulez, où tout à coup, c'est vrai qu'il y a de l'aléa dans le football et c'est ça qui le rend passionnant, dans la mesure où, au football, ça n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Parallèlement, Emmanuel Baranguet évoque la même notion et poursuit sur l'assumption que le football, c'est le sport où l'outsider a sa chance. Le foot, c'est le sport où l'outsider a sa chance. Au basket, au rugby, au tennis, au football américain, au volley, au handball, quand tu domines, tu gagnes 8 fois sur 10, 8 fois et demi sur 10, parce que tu as le ballon tout le temps, etc. Au foot, c'est pas pareil, parce que le foot, il a ce truc que des points, des fois il y en a qu'un, et même des fois il y en a pas. Des fois ça fait 0-0. Alors s'il y a qu'un point, tu peux dominer, tirer sur les poteaux, te voir refuser un but valable, tomber sur un gardien en état de grâce et prendre un contre et perdre. Au foot, le Luxembourg peut taper le Brésil. Au rugby, la Géorgie ne peut pas battre la Nouvelle-Zélande. Elle ne peut pas. Elle peut faire un très gros match, elle peut marquer un essai, le surprendre ici ou là, mais elle ne peut pas battre la Nouvelle-Zélande. Et le 100e mondial, il peut battre Nadal ou Djokovic ou Federer peut-être une fois, mais c'est pas possible. La 100e équipe du monde, elle peut battre la première au foot, plus souvent. Parce que ça se déséquilibre, parce que ça peut se jouer en 3 passes. J'ai vécu et travaillé en Italie et j'ai la culture italienne pour le foot. Pour les Italiens, le foot, c'est une espèce de jeu comme les échecs qui se joue en 6 ou 7 moments clés. Et il faut pas les rater. Pour moi, un des trucs qui fait le succès du foot, c'est ça. C'est que c'est le plus imprévisible de tous. Tu as toujours une petite possibilité. Le petit a quand même plus de chances que dans n'importe quel autre jeu. Cette notion d'aléatoire est complétée par le fait que le football est décrit comme un sport profond par les universitaires. Pourquoi ? Parce qu'il met en scène des valeurs observées dans la société. Un jeu profond, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un jeu qui met en avant, pour réussir dans ce jeu, il faut à la fois du mérite personnel. Et on le voit bien à travers des personnalités comme Maradona, comme Ronaldo, comme Mbappé, etc. Ce sont des gens, en définitive, qui ne sont partis de rien, ou de presque rien socialement, et puis qui sont devenus les premiers. C'est un peu l'idéal des sociétés mérito-démocratiques où, en définitive, on peut transcender. On sait que dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça, mais enfin,
c'est quelque chose que nous dit le sport et le football en particulier. Mais ce que nous dit aussi le football en particulier cette fois-ci, c'est que pour réussir, il suffit pas d'être le meilleur, mais il faut aussi avoir l'esprit de solidarité. Et donc, c'est un sport d'équipe et rien n'est pire que le joueur personnel qui s'embrouille dans ses dribbles et qui ne passe pas au moment où il faut passer. Donc, il faut une collaboration, il faut un esprit de solidarité. Ces moments d'émotion intense, de joie, de partage, de fierté et d'appartenance à une communauté marquent un contraste réel avec les milliers de secondes qui composent notre quotidien. Emmanuel Baranguer explique très bien son sentiment quant à l'industrie du spectacle sportif. On met effectivement un investissement affectif. Je comprends qu'on puisse juger ça déraisonnable. Je critique pas. Je suis pas du tout prosélyte. Je comprends très bien qu'on puisse détester le football, qu'on trouve qu'il y a trop d'argent, que c'est pas beau, que il y a de la violence, qui triche. Je peux comprendre tout ça, mais ça offre des joies immenses pour un investissement minimum. En fait, ce que ça coûte, c'est que du coup, quand on perd, ça fait mal. L'analyse des deux spécialistes qui sont intervenus dans cet épisode illustre bien l'attachement social et émotionnel profond que nous tissons avec le sport. Le but de Pavard n'a pas suscité un tel engouement juste parce qu'il est bien exécuté. C'est plutôt parce que les différents leviers émotionnels étaient réunis. Alors dessous ce doux vent de bonheur qui parcourut la France durant tout l'été 2018, se cache un enchaînement de mécanismes sociaux où l'équipe sportive et son public se nourrissent l'un l'autre. Et voilà, c'est la fin du 3e épisode de Merci pour ce moment. N'oubliez pas de noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast et les nouveaux épisodes sur Twitter et Instagram. Merci pour votre écoute et à la prochaine!